Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit sujet sur la problématique de la bipolarité et le syndrome maniaco-dépressif, hein, qui est un trouble quand même assez handicapant, dont à peu près, je crois, entre 1 et 4% de la population souffre. C'est un article tiré de Doctissimo Psychologie. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, hein. Encore le coronavirus, décidément. Et donc on va lire cet article ensemble, hein, et donc on va voir ce qu'il est dit justement sur ces troubles bipolaires et le syndrome maniaco-dépressif. Alors il est dit que les troubles bipolaires ou syndrome maniaco-dépressif sont des troubles de l'humeur caractérisés par des épisodes alternant euphorie et dépression. Qui sont les victimes de cette maladie fortement handicapante? Quels sont donc les traitements? Et zoom sur une pathologie méconnue. Au sommaire, on traitera donc premièrement des troubles bipolaires ou maniaco-dépressifs. Qu'est-ce que c'est? Les troubles bipolaires en chiffres, cause et évolution du trouble bipolaire, quels sont donc les traitements de la bipolarité? Les troubles bipolaires ou maniaco-dépressifs, qu'est-ce que c'est en premier lieu? Alors, le trouble bipolaire, anciennement nommé trouble maniaco-dépressif, est une maladie psychiatrique responsable donc de troubles récurrents de l'humeur qui évoluent selon deux phases, d'où le terme bipolaire, qui surviennent en alternance. Une personne bipolaire va donc présenter des épisodes de dépression alternant avec des épisodes d'euphorie exagérée appelés les épisodes maniaques. Sur les liens bleus, c'est-à-dire sur les mots, je vous laisserai le lien de toute façon pour que vous puissiez analyser, sinon on va passer beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà ce qu'il est dit en ce qui concerne déjà ces troubles. Les épisodes dépressifs. On va d'abord parler des épisodes dépressifs. Ils sont marqués donc par des symptômes qui peuvent se rapprocher d'une dépression, tristesse extrême et permanente, perte d'intérêt pour toute chose, troubles du sommeil, manque d'énergie, troubles de la mémoire ou de la concentration, troubles de l'appétit, pensées de mort et de suicide. Cette phase dépressive fait suite à une phase maniaque, c'est-à-dire une phase où effectivement vous êtes dans une euphorie. Les épisodes maniaques maintenant, ils sont marqués par une humeur euphorique, une énergie permanente et démesurée, une activité débordante, voire une grande agitation, une surestimation de ses capacités. Vous voyez, la surestimation, il y a la sous-estimation, mais là on est dans la surestimation. Un sommeil réduit à quelques heures sans entraîner de fatigue. Un accroissement de l'appétit sexuel, un jugement erroné sur la réalité, consistant à méconnaître les difficultés et les problèmes, et notamment à ne pas s'apercevoir du caractère anormal de son propre état. Deux types de troubles bipolaires. On distingue deux types de bipolarité. Le trouble bipolaire de type 1, caractérisé par la survenue d'un ou de plusieurs maniaques ou d'épisodes mixtes. Ces épisodes mixtes sont constitués d'une succession rapide de phases maniaques et dépressives dans une même journée. Le trouble bipolaire de type 2, caractérisé par la survenue d'un ou de plusieurs épisodes dépressifs majeurs accompagnés d'au moins un épisode hypomaniaque, donc c'est-à-dire en dessous de la maniaquie. On parle d'épisodes hypomaniaques plutôt que maniaques, car les phases d'exaltation sont moins prononcées, tout simplement. À noter, tous les degrés de l'humeur peuvent donc se rencontrer avec le trouble bipolaire, depuis la dépression sévère, accès mélancolique, jusqu'à l'exaltation extrême, accès maniaque, en passant par la dépression modérée ou les périodes d'humeur normale. Les accès de mélancolie nécessitent de la part de l'entourage une attention toute particulière, car l'intensité de la dépression y est telle que le risque de suicide est extrêmement important. Aussi, donc, les accès maniaques se traduisent parfois par de tels épisodes d'agitation qu'ils peuvent conduire les malades au poste de police avant qu'on les réoriente vers un médecin. Alors, les troubles bipolaires en chiffres. Selon l'OMS, le trouble bipolaire atteint 60 millions de personnes à travers le monde. En France, par exemple, entre 1 et 2,5% de la population serait donc touchée, soit entre 650 000 personnes et 1 650 000 personnes. Selon la fondation Fondamental, une coopération dédiée à la lutte contre les troubles psychiatriques majeurs. Cette maladie psychiatrique débute souvent chez l'adolescent ou le jeune adulte entre 15 et 25 ans. Cependant, elles peuvent aussi apparaître chez les personnes de plus de 60 ans, et voire 70 ans. Il s'agit donc d'un trouble complexe, difficile donc à diagnostiquer. Il s'écoule en moyenne 10 ans, vous vous rendez compte, entre son apparition et la mise en place d'un traitement adapté.
explique le HAS. Dans un communiqué, il dit: le trouble bipolaire est l'une des pathologies psychiatriques les plus graves, qui conduit à des tentatives de suicide. Un malade sur deux fera au moins une tentative de suicide dans sa vie et 15% décéderont par suicide. C'est quand même beaucoup, hein, ajoute-t-elle. Cause et évolution du trouble bipolaire. Alors, les causes du trouble bipolaire sont inconnues, mais il existe des facteurs favorisants. Il s'agit de modifications biologiques, par exemple, le fonctionnement des cellules du cerveau, ainsi que leur communication entre elles, semblent perturbées chez les personnes malades. Des causes génétiques, ça c'est plus embêtant. Plusieurs gènes ont été donc identifiés, d'après les spécialistes en génétique, généticiens, comme favorisant l'apparition du trouble bipolaire. La maladie est d'ailleurs plus répandue dans certaines familles. Alors je ne sais pas si l'épigénétique peut avoir une influence aussi sur ces troubles bipolaires. Là, du coup, ils ne le disent pas, et c'est possible. Sachez aussi qu'un trouble bipolaire peut également se développer sans éléments favorisants. L'évolution spontanée est très variable. Donc certains guérissent totalement entre les épisodes ou bien leur humeur continue de fluctuer légèrement. D'autres, entre 5 à 15%, présentent d'autres épisodes ou plus au cours d'une année. Dans ce cas, on parle de troubles bipolaires à cycle rapide. Cette forme de la maladie est parfois favorisée par une prise irrégulière ou interrompue des médicaments. Mais dans tous les cas, le trouble bipolaire est en général une maladie au long cours, qui commence souvent chez l'adolescent ou l'adulte jeune et dure une bonne partie de la vie. Ouais, c'est rassurant tout ça. Bien sûr, les épisodes de crise sont entrecoupés de rémissions, pendant lesquelles une vie normale est possible. Par ailleurs, l'intensité des épisodes est variable. Quels sont donc les traitements de la bipolarité? Alors, évidemment, là, sur les traitements, il y a peut-être à discuter parce qu'on va nous parler d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, et on sait les effets secondaires que peuvent effectivement rendre ces médicaments, enfin d'avoir des effets qui ne sont pas forcément très agréables, comme des pertes de concentration, des pertes de l'humeur, des problèmes aussi au niveau peut-être de la tension artérielle. Tous ces médicaments allopathiques ont forcément des effets secondaires, il suffit de lire la notice pour s'en apercevoir. Ça reste toujours des camisoles chimiques, hein, c'est la psychiatrie, voilà. Est-ce qu'on est obligé de faire appel à ces médicaments? Quelquefois, oui, je pense. Voilà. Mais vous verrez, je vous laisserai le commentaire du médecin Pierre, je ne sais plus, Pierre quelque chose, qui vous dira bien mieux que moi, hein, parce que c'est un médecin, ce qu'il en est. Alors, quels sont donc les traitements de la bipolarité? Fort heureusement, il existe pour cette maladie très handicapante des traitements efficaces. Le traitement médicamenteux repose avant tout sur des régulateurs de l'humeur. L'un des plus utilisés est le lithium. Il permet de limiter très fortement la survenue des accès dépressifs et maniaques et de réduire le risque de récidive. Lors de la survenue d'épisodes dépressifs ou maniaques échappant à l'action du lithium, on utilise les antidépresseurs et les anxiolytiques. Et on connaît très bien la France pour être un grand consommateur, même un très grand consommateur d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Là, je fais une petite parenthèse, hein, je continuerai la lecture après pour vous dire les mois à venir, mes amis, avec ce qui s'est passé et ce qui se passe même encore maintenant sur le Covid-19, risque d'amener beaucoup de personnes dans les cabinets des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, etc., etc. Freud va pas s'ennuyer. Donc, il va y avoir du boulot. Malheureusement, on s'est aperçu que le taux de suicide augmente. À cause du confinement, il y a aussi des divorces, il y a aussi de bons événements, il y a aussi des naissances d'enfants. C'est formidable. Mais ça n'a pas que des effets positifs, ça a plutôt des effets, des impacts négatifs, le confinement. On n'est pas fait pour ça, en fait, hein, quelque part. Donc c'est complètement ridicule, cette histoire de confinement. Je vous dis, il y a des pays, comme j'en ai parlé dans le live d'hier, comme la Suède et d'autres pays qui n'ont pas pratiqué le confinement. Donc ils ont moins exposé leur population à des troubles psychologiques. D'accord? Voilà. Avec le voisin qui fait du bruit, ou ceci, ou cela. Vous vous rendez compte? C'est complètement dingue. Et donc, ça va encore, évidemment, comme d'habitude, tout ça, c'est très rigolo, mais ça fait nourrir les laboratoires, les pharmacies, allez, vendez des antidépresseurs, vendez des anxiolytiques, etc., voire la psychiatrie, hein, pour les troubles les plus graves. Donc, c'est quand même inquiétant. D'ailleurs, en parlant de psychiatrie, malheureusement, justement, je fais une petite aparté sur le sujet, c'est sur les zèbres, hein, j'en ai parlé déjà. Il y a d'ailleurs Raymond, justement, Azan, qui en parlait très très bien. C'est que les psychiatres ne comprennent pas. D'ailleurs, elle a écrit un bouquin là-dessus sur les zèbres, que les psychiatres ne comprenaient pas les troubles. Parce que vous avez effectivement des personnes qui sont en surdouance, hein, qui sont zèbres, et qui ont ces troubles. Et on les associe à des troubles de l'humeur, on les associe à ça, alors qu'en réalité,
ce ne sont pas réellement des troubles, c'est le fonctionnement cérébral du zèbre ou du surdoué ou de la surdouessance qui fait que il n'a pas le même fonctionnement. Et il est possible qu'il y ait une confusion à ce moment-là. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui sont zèbres ne peuvent pas faire de la maniaco-dépression. Si, c'est tout à fait probable. Mais quelquefois, il y a des, si vous voulez, comment expliquer ça? Des problèmes dans le sens où on ne comprend pas le zèbre. Et Hazan en a parlé, elle a même écrit un livre en fustigeant les psychiatres justement sur cette problématique. Donc je lui donne un petit big up, je lui donne un petit honneur, c'est pour ça que je fais une petite parenthèse sur ça, parce que elle a raison, elle-même elle est psychanalyste, hein, elle a une certaine connaissance justement des personnes qui sont en surdouessance et qui sont zèbres, et elle connaît cette problématique-là. Et on confond ces gens avec de la maniaco-dépression, qui n'est pas forcément de la maniaco-dépression. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, ça peut arriver évidemment, mais il y a aussi le fait que les zèbres ont un fonctionnement différent, et ça, les psychiatres ne le comprennent pas. Et c'est ce qui, justement, l'horripile. Elle a eu beau expliquer que les zèbres fonctionnent différemment. Raymond Hazan n'a jamais été forcément écouté par le milieu de la psychiatrie. Et c'est triste parce que vous avez beaucoup de personnes qui ont des capacités énormes et qui se retrouvent en HP. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que vous avez HP haut potentiel et HP hôpital psychiatrique. Vous voyez? Donc, il y a un lien qui est fait aussi. Alors bon, je fais un petit coucou aux zèbres en même temps. Et c'est vrai que c'est une problématique. Alors, quand on va voir, par exemple, un zèbre, on va dire, mais il bouge dans tous les sens, il doit être maniaque à ce moment-là, il a quelque chose. Non, c'est sa nature de fonctionner. Et ce n'est pas de la maniaco-dépression. Après, ça peut être, pourquoi pas aussi de la maniaco-dépression. Si c'est trop excessif, par exemple, là, on pourrait évidemment se poser des questions. Alors, malheureusement, beaucoup de ces personnes se retrouvent, vous avez beaucoup de gens qui se retrouvent en psychiatrie alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça, qui n'ont strictement rien à voir parce qu'on ne comprend pas comment ils fonctionnent. Alors après, il y a vraiment des troubles, c'est vrai, ça existe, hein. Voilà. Par exemple, on va retrouver ça beaucoup, malheureusement, dans les familles, des fois quand il y a des divorces, quand il y a des choses comme ça, mais on va retrouver ça dans le milieu, par exemple, des pauvres, des SDF. On va retrouver des gens, par exemple, qui sont fortement alcoolisés, qui prennent des drogues, qui fument ou qui prennent des drogues, surtout, et puis qui sont très fortement alcoolisés dans ces milieux-là en général. C'est triste, c'est parce que ils sont dans des situations compliquées. Et là, on va retrouver beaucoup plus de maniaco-dépressifs, de bipolaires, etc. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. Alors je vais continuer ma lecture. Voilà. Il est dit donc le choc électrique. Alors là, vous voyez, quand on en arrive au choc électrique, on se dit waouh, ça existe encore ça. Ouais, c'est pas très très gai tout ça, hein. Et parfois utilisé dans les formes rebelles à la thérapie médicamenteuse. Voilà. Voilà, peut-être que la thérapie médicamenteuse justement donne des effets secondaires qui donnent cet effet rebelle. C'est ce que je pense aussi moi. Et ensuite, on a la psychothérapie. Peut-être qui est beaucoup plus intéressant. Du coup, prendre le problème en amont est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est pour ça que j'encourage les personnes, moi le premier, je dois m'encourager à ça, de pratiquer la méditation, de pratiquer la sophrologie, de pratiquer des méthodes comme la PNL. Pourquoi pas ? De lire, de vous intéresser, d'avoir une activité créative, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Le fait d'avoir une activité créative, ça peut être écrire, je sais pas, un roman, un poème, ça peut être faire de la peinture, de la sculpture, ce que vous aimez, de la musique, par exemple. La musique, voilà, qui adoucit les mœurs. En dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? Ça dépend de quel type de musique. Si c'est les muses, oui, à ce moment-là, d'accord. Et donc, ça peut être intéressant. Mais, quelquefois, c'est pas toujours, on met tout de suite les gens avec l'allopathie ou la psychiatrie. Non, la psychiatrie, c'est, je pense, le dernier recours. Il faut d'abord tenter la psychothérapie et si vraiment il n'y a rien à y faire, alors là, d'accord, on passe à un niveau supérieur. Mais en général, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut régler comme ça. Je vous ai dit, hein, même moi, par exemple, si je prends ma propre expérience, hein, je ne vais pas revenir sur ça, qui a perdu ma mère, évidemment que je suis risque à une dépression, je vous en avais parlé hier, le déni, la dépression et l'acceptation. Je peux même, là, en ce moment où je vous parle, être dans une phase de dépression, sans même m'en rendre compte. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, pour le moment, ça a l'air d'aller, mais c'est pernicieux, la dépression. Vous savez, c'est quelque chose de très, très pernicieux. Parce que j'ai eu ma mère qui a fait des dépressions et je l'ai vu comment ça se passait. C'est pas simple. Alors, la dépression, ça peut mieux se soigner, mais la maniaco-dépression, c'est plus compliqué. Parce que dans la maniaco-dépression, on a le mot maniaque, hein, donc c'est-à-dire l'excès d'euphorie, etc. Voilà, mais je voulais mettre cette petite parenthèse pour mon ami Raymond Hazan, qui en a parlé, et c'est vrai que c'est une problématique qui ne comprennent pas les psychiatres, hein, parce qu'ils ne comprennent pas le mode de fonctionnement des zèbres. C'est terrible. Alors, il y en a qui le comprennent, mais pas tous.
Ensuite, il est dit l'ensemble donc des traitements est complexe. Ils doivent donc impérativement être mis en œuvre par un psychiatre assisté par d'autres professionnels de santé. Psychologue, vous voyez ce que je vous dis, psychologue. Bon, après, ça peut être discutable. Pourquoi pas vous-même être votre propre psychologue, votre auto-psychologue. Bon, après, si vraiment on a besoin de consulter, on consulte. Moi, je l'ai fait, hein, personnellement. Je vais vous dire, par exemple, j'ai même fait une psychanalyse qui a duré à peu près 3-4 mois, mais ça m'a pas apporté plus. Hein. La personne, elle est là, elle vous écoute, et puis elle note. Hein. C'est de la psychanalyse. Ça peut vous aider. Ça m'a apporté un peu de choses, effectivement. Mais quelquefois, c'est pas suffisant. Donc, peut-être par soi-même, ce que je vous dis, par amont, j'essaye pas de jouer le docteur, je ne suis pas un spécialiste, je me prétends pas être docteur, mais il est vrai que si on pratique la méditation, si on a une hygiène de vie correcte, etc., qu'on fait attention à l'alcool, et éviter les substances toxiques, hein, tant qu'à faire, enfin les substances illicites, hein, parce que moi je suis désolé, il y a des personnes qui disent mais non mais ça détend, ça rend cool, non, ça va t'apporter des problèmes plus tard. Moi j'ai connu beaucoup de personnes hein, qui étaient dans les substances illicites, et je peux vous garantir que ça s'est toujours pas très bien passé, quoi. Donc c'est très compliqué. C'est pas toujours évident, je ne juge pas. Je porte pas une valeur de jugement, enfin je veux dire, je porte pas de jugement sur ces questions-là. Mais c'est simplement que si on peut l'éviter, c'est mieux. Hein, c'est vrai comme on dit, hein. Vaut mieux deux prévenus qu'un seul. Donc voilà, c'est toujours pareil, ça concerne tout le monde. Même si ça représente très peu dans la population, on a vu en France que ça représentait, je crois, entre 1 et 2,5%. Mais on peut faire partie de ces 1 ou 2,5% à un moment ou à un autre. Il ne faut pas oublier que 2,5%, ça fait quand même 1,650 millions de personnes. C'est presque 2 millions de personnes qui seraient concernées. C'est beaucoup, mine de rien. Même si on est à peu près, je crois, 65-67 millions de Français. C'est quand même pas rien, quoi. Et encore, il y a des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Peut-être que le chiffre est plus élevé que ça. Et puis en plus, nous-mêmes, on est des grands consommateurs. La France est reconnue comme étant un grand consommateur des anxiolytiques et des antidépresseurs. Donc la complexité du traitement est encore donc accentuée dans certains cas par le fait qu'un patient en phase maniaque ou d'excitation ne se sent en général pas malade. Et ne comprend pas qu'on veuille le traiter. Et oui, parce qu'on ne se sent pas malade. D'être trop dans une excitation, ça peut effectivement être un trouble bipolaire maniaco-dépressif. Il saisit encore moins qu'il est parfois nécessaire de l'hospitaliser en milieu spécialisé. Après, voilà, ça peut être discutable, hein, parce que après, je dirais, il y a aussi des médecins, voilà, hein, c'est toujours Big Pharma, il y a toujours... Voilà, c'est pas de la paranoïa, mais malheureusement, on vit dans un monde comme ça. Puis je vous dis, là, avec l'histoire du Covid, ça va être du lourd. Alors, je vais essayer de vous faire écouter le docteur Pierre. Je vais voir si j'y arrive, parce que tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Je vais essayer, hein, promets pas. J'avais un petit souci. Le temps que ça se recharge, je ne sais pas si ça peut se recharger. Attendez, je vais essayer de voir si ça... Ah bah voilà. Attendez, je vous le remets tout au début. Voilà. Les causes du trouble bipolaire sont complexes et mêlent à la fois des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui interagissent et vont pouvoir faire émerger l'apparition du trouble bipolaire. Alors, maintenant, il est bien connu qu'un certain nombre de structures cérébrales dysfonctionnent au niveau du cerveau. À la fois la substance grise et la substance blanche du cerveau sont touchées, et certaines structures ont pu être identifiées comme étant atteintes dans le trouble bipolaire. Par exemple, on peut citer les cortex fronto-temporaux. Dans les systèmes qui vont pouvoir être impactés, il y a plusieurs systèmes qui sont en souffrance dans le trouble bipolaire. Par exemple, les systèmes responsables des rythmes biologiques, du sommeil, les systèmes responsables de la gestion des émotions, les systèmes de la gestion du stress, les systèmes également de la gestion des récompenses, mais aussi les systèmes immuno-inflammatoires. Oui, nous pouvons tous souffrir d'un trouble bipolaire. Cela peut toucher toutes les catégories socio-professionnelles et touche tous les continents du monde. Les facteurs qui peuvent déclencher les troubles bipolaires, il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a des facteurs très précoces dans l'histoire de vie d'un sujet, des facteurs un petit peu plus tardifs. Dans les facteurs très précoces, ce sont tous les facteurs qui vont pouvoir impacter le neurodéveloppement d'un sujet, c'est-à-dire le développement du cerveau d'un sujet. Par exemple, un accouchement qui a été difficile, une prématurité, des traumatismes très précoces
vont pouvoir impacter et favoriser l'émergence d'un trouble bipolaire. Des facteurs plus tardifs vont pouvoir aussi impacter et favoriser l'émergence d'un trouble bipolaire. Par exemple, il y a tout ce qui est substances, alcool, cannabis, cocaïne, héroïne et nouvelles drogues, etc. Il y a les facteurs traumatisants, les psychotraumatismes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou sexuels, les facteurs de stress, et donc ça peut être des facteurs de stress professionnels, des facteurs de stress familial, personnel, des séparations, un deuil difficile, les facteurs qui vont pouvoir impacter également les rythmes du sujet, notamment l'accouchement, le postpartum sont des périodes à risque pour les gens qui sont à risque de développer un trouble bipolaire, le travail posté, les voyages avec la traversée de plusieurs fuseaux horaires, donc le jet lag, tous les perturbateurs du rythme puissants. Enfin, les infections, les facteurs de stress physiques peuvent aussi favoriser l'émergence d'une vulnérabilité au trouble bipolaire. Oui, il existe effectivement certaines études qui indiquent qu'il y aurait des tendances, ou on parle plutôt de tempérament, de la personnalité, qui serait donc la partie plus biologique de la personnalité, qui pourrait prédisposer à l'émergence d'un trouble bipolaire. Dans ces tempéraments sont rapportés les tempéraments hyperthymiques, des gens qui fonctionnent à 300 à l'heure, des comportements plutôt dépressifs, des tempéraments plutôt irritables, et des tempéraments qu'on appelle cyclotimiques, c'est-à-dire des tempéraments qui ont des fluctuations de leur humeur sur plusieurs années, qui ne suffit pas à remplir les critères d'un épisode dépressif caractérisé ou d'un épisode maniaque, mais qui, on le sait maintenant, sont des facteurs de risque à l'apparition d'un trouble bipolaire par la suite. Voilà donc ce que disait ce docteur, hein, c'est intéressant. Oui, les troubles, hein, vous voyez, il parle bien des troubles cyclotimiques hein, même. Hein, ça peut être des troubles. Bon, alors après, évidemment, ça peut être discutable. C'est la science dite entre guillemets officielle, allopathique, etc. Les psychiatres, on n'a pas forcément confiance aussi parce qu'ils peuvent vous trouver. Vous savez, avec les systèmes de DMS, maintenant, on peut vous trouver toutes sortes de maladies comme les TOP, hein, les troubles obsessionnels du pouvoir, par exemple. Hein. C'est toujours un problème, hein, la psychiatrie. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Mais quand il parle, à un moment donné, il parle d'une chose intéressante, c'est les troubles au niveau des lésions cérébrales. Il parle effectivement qu'on pourrait avoir des lésions cérébrales sans le savoir, dans la masse grise ou dans la masse blanche, et qui pourraient effectivement impacter sur notre humeur, impacter sur ces types de troubles. C'est tout à fait probable. C'est ce que je vous avais dit hier, notamment lors du live de Dominique Poncin, il me semble, hein, qui est une neurochirurgienne, neurologue très très connue, et qui expliquait que cet organe qui est oublié, qu'est le cerveau. Et oui, nous pouvons aussi, suite à un choc, moi je sais que j'ai eu un accident, par exemple, de voiture il y a très longtemps. Alors il est possible que, vous voyez, quelques années après, vous déclenchiez des choses sans le savoir. Donc, tout le monde peut être victime un jour ou l'autre de troubles bipolaires, c'est ce qu'ils expliquent a priori. Ça pourrait arriver. Il ne faudrait pas être dans cette fourchette entre les 1 et les 2,5% de la population. Mais avec ce qui se passe en ce moment, hein, je vous ai dit, hein, donc avec cette histoire de Covid-19, il a parlé justement des troubles au niveau, par exemple, des maladies infectieuses qui peuvent après générer des troubles justement psychologiques. La preuve, voilà, vous voyez. Et donc là, avec cette histoire justement de confinement, cette histoire de masque hein, qu'on met aussi devant, ce qui est très dangereux, je le répète. Voilà, quand vous êtes dans la rue, attention, portez pas de masque, c'est ridicule. On explique, même le professeur Raoult, je le répète, l'a expliqué, la transmission des virus se font par les mains. Il faut se laver les mains et voilà, quoi, avec du savon. Attention au gel hydroalcoolique, c'est pas forcément très bon quand on les respire. Hein, voilà, il y a aussi des études qui ont été faites sur certains gels hydroalcooliques qui sont néfastes. Vaut mieux privilégier le savon de Marseille. C'est très bon, un bon savon de Marseille, ça vous savez, un savon noir comme on dit, ça vous lave très bien les mains. Voilà, donc c'était la petite vidéo du lundi. Et écoutez, en plus, il y a des personnes, moi sur YouTube, ben, je sais pas, hein,
il y a quand même des personnes qui ont des troubles, hein, des troubles, je pense, bipolaires ou maniaco-dépressifs. Hein. Donc c'est voilà quoi, on est tous concernés hein, par ces problèmes-là. Je vous ai parlé de Hazan tout à l'heure justement sur le fait des zèbres qui sont diagnostiqués comme étant bipolaires ou soi-disant maniaco-dépressifs alors qu'ils ne le sont absolument pas. C'est pas ça le problème, c'est autre chose. Et elle avait écrit un livre, il faudrait que je vous ramène le titre un jour, qui expliquait très bien qu'elle était en bis-bis, ça n'allait pas du tout avec les psychiatres parce qu'ils ne comprenaient pas le neurotypique, c'est-à-dire comment fonctionnent justement les zèbres, etc. Et c'est des fois malheureusement des populations qui se retrouvent en hôpital psychiatrique. On a le terme HP comme haut potentiel et aussi hôpital psychiatrique, donc c'est très problématique. Après, oui, il y a vraiment des excès pour des excès, où là, effectivement, il faut quand même surveiller. On est bien d'accord. Et c'est tout à fait logique. Bah, je vous souhaite une bonne journée, sinon, et je vous dis à plus tard. Passez un bon lundi et aussi un bon début de semaine. Et une bonne semaine. Voilà, à plus tard. Au revoir.